Bonsoir. Monsieur le recteur, Madame la Présidente, les membres de cette université à laquelle je fais partie. Il faut que je quitte Rimouski pour parler de l'alma mater, mais dès que je suis à Montréal, je n'aurai cesse de dire à mon alma mater, près du fleuve. Les gens qui sont là et qui ont assisté à cette cérémonie délicate, prestigieuse, émouvante pour moi, en tout cas. Il y a beaucoup de femmes dans ma vie. Tout d'abord, je pense à Ada, ma grand-mère. Je la vois sourire sur sa galerie à Petit Gouave. Elle qui m'a tout appris, si on peut dire. Les petites choses minuscules, les fourmis, la libellule, la fleur, papillon, le ciel, la vitesse de la pluie, l'odeur de la terre après la pluie, toutes ces choses précieuses que j'emporterai avec moi et qui me serviront un jour de tristesse, d'ennui. À Montréal, j'en ai connu au début, et qui permettront de sortir de ma poche cette petite pépite que d'autres appellent un livre, que j'ai appelé Simple évocation de l'enfance, cette odeur du café qui me suit. Il y a ces femmes que je revois sur la galerie de Petit Gouave, ma mère, Marie, mes tantes, Renée, Gilberte, Ninine, Raymonde, ma marraine, toutes ces femmes un peu folles qui m'ont utilisé comme cobaye parce qu'elles étaient toutes un peu couturières et qui m'ont fait des petits costumes de leur couleur favorite. Imaginez un enfant avec un costume jaune ou marron, parce que tante Renée, c'était Saint-Antoine qui était son saint. Au bleu, dans le cas de ma mère, c'était Marie, le bleu de Marie, avec un grand nœud au-dessus de la tête, parce que c'est toujours plus amusant, ce qui faisait rager mon grand-père qui attendait enfin un garçon, que sa femme ne lui a presque pas donné, et on veut faire de son petit-fils une petite fille. À Port-au-Prince aussi, à Montréal, ma femme, Maggie, mes filles, Mélissa, Sarah, Alexandra. Cette lignée de femmes qui, de nuit en nuit, m'ont conçu et engendré au fil du temps. Je suis tissé de femmes. Et je crois que mon éthique et mon esthétique, poétique même, découlent de là, de ce sens du détail et de cette capacité d'aller tout de suite à celui qui est laissé de côté quelque part, de percevoir rapidement dans une salle qui n'est pas au centre, mais mériterait d'en être si le monde était plus juste, et qui n'est pas au centre, mériterait d'en être, mais ne voudrait pas en être, parce qu'ils sont souvent modestes. Et d'accepter aussi le monde tel qu'il est, avant de tenter de le changer, ne serait-ce que par courtoisie pour ceux qui l'ont établi. Tout ce monde à la fois changeant, subtil, instable, cet organisme vivant qu'on appelle, faute de mieux, la vie, je dois leur appréciation, je dois cette capacité d'observer, de regarder, d'apprécier la vie à ces femmes. Je me souviens quand j'ai commencé à aimer les films de Fellini, ce qui m'avait frappé, c'était
l'aspect féminin, non pas de ces personnages un peu de grande nature, mais plutôt de son regard de cinéaste. Il y avait toujours des plans derrière les plans chez Fellini. Si l'on prend un Amarcord, on peut voir, quelqu'un m'avait dit, Fellini peut aller jusqu'au 6e plan. Beaucoup de cinéastes américains s'arrêtent au 2e plan, si vous vous souvenez de ces films avec beaucoup d'éclat qui doivent nous toucher, nous sensibiliser et tirer de nous des émotions si éphémères. C'est parce que ça s'arrête au 2e plan. Fellini est capable, en filmant une maison, dans une enfilade, aller jusqu'à l'extrême pointe, là où on verra un homme passer à vélo avec un vélo surchargé de nourriture, et on doit se dire où est-ce qu'il va, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi ce vélo est-il si chargé de nourriture. Et on imagine qu'il doit se rendre quelque part, qu'il y a beaucoup d'enfants qui attendent, pendant que la scène principale se passe au 1er plan, il y a une 2e scène au 2nd, une 3e scène au 3e plan, et à chaque fois, c'est toujours une superposition de vie, de densité, d'intensité, d'accélération de la vie. Et Fellini trouve le moyen quand même de poser tout cela tranquillement, tel qu'il est le monde. Et j'ai toujours senti que c'était ça, la sensibilité féminine. Cette capacité de voir en prolongement, pas seulement le temps, mais l'histoire. Une sorte de capacité de voir ça en profondeur de champ, de ne pas s'énerver parce qu'on a, si l'on peut dire, la responsabilité du quotidien. J'ai vu ma mère ne pas s'énerver parce qu'elle avait la responsabilité du quotidien. Je vais prendre 10 secondes pour vous dire ce que ça veut dire sous une dictature. Ça veut dire ceci. Les hommes sont agités, impatients, ils font de leur mieux pour changer l'ordre des choses. Ils se font arrêter, ils se font tuer, ils se font emprisonner, mais il y a quelqu'un qui doit s'occuper du quotidien. C'est-à-dire, même s'il y a coup d'État, il faut que les enfants aillent à l'école. Même s'il y a des mouvements dans les rues de Port-au-Prince, il faut que les enfants mangent 3 fois par jour au moins, même si c'est peu. Il faut qu'ils soient habillés. Il y a même un prestige à habiller son fils mieux que celui du voisin pour aller à l'école. Tout ce mouvement de la vie, toute cette vie qui est toujours organisée dans le sens du quotidien comme celui de la dignité, comme celui de la vanité, toute la vie est toujours là. C'est pour cela d'ailleurs, en arrivant en Amérique du Nord et parfois dans d'autres villes, je suis étonné de voir qu'on analyse Haïti sous le plan strict de la nourriture, de l'aide, alors que cette société dans laquelle j'ai vécu a toujours été extrêmement complexe. J'ai rencontré une femme à Miami qui m'a dit qu'elle était la couturière de ma mère. Ma mère est une pauvre femme qui, depuis l'exil de son mari, n'a pas pu trouver de travail. Eh bien, elle me dit, ta mère, elle était si soucieuse qu'elle l'obligeait. Elle était prête à payer 2 fois le prix de la robe, mais il fallait qu'à l'envers, elle soit aussi bien cousue qu'à l'endroit. Il n'y a pas d'envers et d'endroit. Je crois que ma vision de l'esthétique est là, profondément. Et ma vision de la vie, il n'y a pas d'envers et d'endroit. Et c'est là que j'ai accordé ma vie en tentant de relier l'intime au public. J'ai toujours rêvé, sans connotation religieuse, que ma vie intime soit un rêve, pas différente de ma vie publique. C'est-à-dire de faire en sorte que ce que je pense ici, je puisse le dire aussi en causant aux copains, d'essayer le plus proche possible. Ce n'est pas tout simplement pour dire que je ne cache rien, pas du tout. Je n'ai pas du tout de point de vue religieux sur cette histoire-là. C'était juste que je crois j'ai toujours senti qu'il faudrait faire de sa vie, ou tenter d'en faire une œuvre d'art, de bien la faire. Et c'est là que l'écriture est arrivée dans ma vie. Je me suis dit, s'il y a un métier
qui me donne la possibilité de rester 4 à 5 heures par jour dans la plus parfaite concentration, dans une attitude studieuse, d'essayer soit en lisant, de pénétrer les plus grands esprits, d'être en accord avec eux ou en désaccord, soit en écrivant, d'y aller au fond de moi-même, de descendre au fond de la mine, je me suis dit peut-être qu'après 30 ans de cette ratio, qu'après 30 ans, peut-être que je serai une meilleure personne, un meilleur être humain. 30 ans, à 4 heures par jour, à converser avec Montaigne, ça doit laisser des traces. 30 ans à tenter de converser avec un être peut-être aussi mystérieux que Montaigne, c'est-à-dire moi-même, ça peut aider. Je me le suis dit. Donc pour moi, la littérature était aussi une forme de rêve. Et j'ai toujours gardé cette part de rêve dans la littérature. J'ai toujours senti que le monde a besoin de cette part intime, profonde, de cette part murmurée, susurrée, de cette à voix basse, surtout dans cette époque de bruit, où le bruit éclate de partout, le bruit se fait en silence. Vous croisez quelqu'un, il ne vous parle pas, il a le téléphone dans l'oreille, ou bien il joue, ou il entend de la musique. Il y a un bruit qu'on entend, et encore un bruit plus assourdissant qu'on n'entend pas. Tous ces bruits que les autres entendent pour ne pas nous entendre. J'ai toujours senti que ce bruit qui est nouveau ces temps-ci, ce bruit barbare, qui est celui de l'opinion, qu'on entend partout, à la radio, sur les blogs, de ce bruit sans cesse, incessant, fracassant. Et ce bruit qu'il fallait de plus en plus baisser la voix. Que l'objet de la littérature, ce n'est pas d'apporter du bruit au bruit, c'est de baisser la voix et d'essayer d'aller au plus profond de soi, d'apporter une parole méditée, une parole pensée, une parole réfléchie, une parole même artistique, dans le sens qu'elle peut circuler partout, sans frontières, et sans frontières de temps, comme d'espace. On a de plus en plus besoin de cette parole, même si les écrivains ou les artistes se sentent de plus en plus bousculés. Il n'y a pas une journée à Montréal où on ne m'appelle pas au téléphone pour me demander des choses saugrenues, comme « Que pensez-vous de Wyclef Jean ?» C'est au CEP de donner son avis. C'est-à-dire, on est bousculé et les gens vous regardent et exigent de vous des commentaires sur tout dans le simple but que vous devenez un crétin. C'est ça le but de l'affaire. Et si, je crois qu'il est de plus en plus important de refuser de parler, de refuser de donner de l'importance à sa parole, au moins soi-même. Pour qu'elle ait une certaine importance, il faut la raréfier. Il faut, je me souviens d'ailleurs, Godard à la télévision, on lui avait posé une question, la télévision qui demande d'accélérer, et Godard s'est arrêté pendant 2 minutes, complètement perdu. L'animateur lui a dit « Mais répondez !» Il a dit « Mais monsieur, vous m'avez posé une question, je réfléchis. » Dire qu'on réfléchit, c'est facile, mais réfléchir à la télévision, 2 minutes, on avait l'impression que c'était un séisme. La télévision ne peut pas supporter 2 minutes de silence. C'est énorme. Et l'idée que quelqu'un soit en train de réfléchir, c'est impensable, c'est inacceptable. Mais moi, je crois qu'il faut redonner de l'importance à la parole, parce que quand elle est réfléchie et pensée, c'est une action. C'est une des actions les plus fortes. Et quand elle y est, elle est chevillée à notre part intime. Quand celui qui nous écoute a l'impression d'entendre une voix qui vient du fond, du ventre de quelqu'un, eh bien, on peut écouter cette parole. Et pour cela, je crois que de plus en plus, à l'encontre de ce qu'on nous pousse à dire,
il faut de moins en moins intervenir publiquement et de plus en plus intervenir artistiquement. Parce que l'intervention artistique est plus forte, elle est plus longue dans le temps et elle occupe un espace plus large. Merci.